Et pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'industrie pharmaceutique et les labos sont impliqués dans cette FMC et à plus d'un titre. Pas seulement le financement, mais aussi, comme vous le savez, dans l'élaboration d'un certain nombre de programmes de formation, à travers les réunions sponsorisées exclusivement par tel ou tel laboratoire, par la contribution à telle ou telle réunion, et aussi via les symposiums que la plupart des laboratoires organisent. Donc, ça, c'est important que la FMC soit inclue. Deuxièmement, un médicament qui n'est pas bien utilisé, ou un dispositif médical qui n'est pas bien utilisé, parce qu'il n'y a pas une formation derrière, peut nuire à ce dispositif, peut nuire à ce médicament. Et la troisième, il y a tout le volet éthique dans la relation qui unit le prescripteur au laboratoire. Donc vous comprenez que c'est une présentation qui a quand même sa place dans une réunion pareille. Les objectifs de ma présentation sont les suivants. Après une introduction concernant... Donc revenez s'il vous plaît. Revenez sur les objectifs. Après une introduction sur la FMC dans le monde, pour voir ce qu'on fait ailleurs et comment cette FMC est organisée ailleurs, je vais aborder la FMC et l'industrie pharmaceutique à travers la recherche que j'ai faite. Je vais vous parler de politique pour notre pays et je termine par des propositions pratiques pour l'avenir, pour mieux organiser et voir plus clair dans cette FMC. La suite. En fait, la FMC a des objectifs, c'est d'améliorer les pratiques médicales et dont l'objectif principal, c'est celui de patient en fin de compte. Et cette formation doit être institutionnelle et professionnelle. Professionnelle, c'est tout ce qui est le côté technique. Que faire devant l'appareil, comment faire le diagnostic de ceci. Mais il y a un deuxième cachet, c'est celui institutionnel, c'est-à-dire tout le côté volet santé publique et coût et coefficacité, qui malheureusement n'est pas vraiment pris en compte dans cette formation. Je parle en tant que médecin, nous avons eu peu de formation par rapport à ce volet-là, qui devient de plus en plus important vu le coût de la santé. Il y a une nouvelle approche et on n'appelle plus FMC, on appelle ça DPC. Mais ça, c'est juste une évolution parce que vous savez que ce terme aux États-Unis, ça s'appelle CME, Continuous Medical Education. Donc c'est à peu près, on est dans le même sillage, mais la CME aux États-Unis existe depuis longtemps et c'était toujours Continuous Medical Education. Maintenant, on a choisi ce terme, DPC, dont les objectifs sont au nombre de 5 maintenant. Et je pense que ce sont ces objectifs, au-delà de la terminologie, qui me paraissent quelque chose de très important. D'abord, c'est évaluer les pratiques professionnelles. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait est bon ou pas? Parce qu'on peut être expérimenté, quelqu'un est expérimenté, très bien, il peut être expérimenté en erreur. En fin de compte, la définition d'expérience, à mon sens, ce sont le nombre d'erreurs corrigées le long d'une carrière ou le long d'un exercice, et pas le nombre d'années passées dans un exercice. Je peux avoir une expérience de 25 ans, mais je n'ai jamais fait d'évaluation et je n'ai jamais corrigé mes erreurs. En fin de compte, la vraie expérience, ce sont le nombre d'erreurs corrigées le long d'une carrière, et je pense que c'est une définition qu'on peut appliquer à tout le monde. Combien parmi nous, ils ont évalué ce qu'ils font pour savoir est-ce qu'on est dans le bon sens ou pas. Parfois, vous venez à quelqu'un et vous dites, mais je le fais depuis 20 ans comme ça, pourquoi venez-vous dire? Tout dépend de la conception de comment on va le prendre. Et c'est comme ça qu'on doit évoluer, c'est en évaluant ce qu'on fait. Et vous voyez que ça sortit comme premier objectif, c'est l'évaluation des pratiques professionnelles, qu'on appelle les EPP. Et je vais en parler au cours de ma présentation. C'est du fondamental. On ne peut pas former, et former comme il faut, sans évaluer. Bien sûr, perfectement des connaissances, ça peut être fait, et c'est facile à travers les réunions, les congrès, les abonnements, les revues, les livres. Ça dépend de l'effort personnel et de l'organisation et de l'exigence qu'on en fait. Amélioration, ça c'est quelque chose de fondamental. C'est la qualité et la sécurité. Et là, je pense que la première présentation a touché à ça, c'est la qualité et la sécurité des soins pour le patient. Le quatrième élément, c'est la prise en compte des priorités de santé publique. On revient à l'institutionnel. Et ça, on ne donnait pas beaucoup d'importance. Sur tous les programmes de VMC que j'ai revus, et réellement, c'est quelque chose que je travaille depuis maintenant 10 ans. Je peux vous assurer que la formation professionnelle reprend 95%, l'institutionnelle ne reprend que 5%. Que 5%.
5%. Et dans des programmes, c'est encore moins. J'en ai vu du 1%, du 0,5%. Presque on ne touche pas à tout ce qui est santé, coût. Il est complètement zappé. Et bien sûr, maîtriser la maîtrise médicalisée des dépenses de santé, ça c'est fondamental. La FMC doit être, ça c'est les principes généraux, une FMC doit être théorique et pratique, doit s'intégrer dans un contexte de multidisciplinarité. Il n'est plus concevable aujourd'hui que quelqu'un prend une décision pour une maladie à plusieurs facettes seul dans un bureau. Il y a maintenant la notion de RCP, de réunion de concertation pluridisciplinaire. Il y a la notion de réseau, notamment en oncologie, notamment dans des maladies lourdes. Je ne peux pas, moi seul, docteur Blaise, dans un bureau, décider pour quelqu'un qui a un cancer, par exemple, du côlon. Il y a du rectum, par exemple, il doit y avoir de la radiothérapie, il doit y avoir de la chimiothérapie, il doit y avoir des thérapies ciblées, il doit y avoir de la chirurgie, il doit y avoir des gestes endoscopiques, et tout ça doit être discuté dans une réunion de concertation pour que le malade puisse bénéficier des compétences de tout ce monde. Il sera le gagnant de cette affaire. Il faut qu'on apprenne à travailler en groupe pour le bien du patient. Doit être adapté aux besoins de chaque praticien, ça c'est du fondamental. Il doit être organisé et appliqué aussi bien pour les hospitaliers que pour les libéraux. Il ne faut exclure personne de cette formation. La suite. Il y a 4 types de formation. Formation présentielle, je pense que c'est la meilleure. Il faut être présent sur le terrain. Un stage, un congrès avec des objectifs clairs et des règles de pédagogie claires, avec une attestation qui se mérite à la fin, après avoir vraiment rempli tous les critères d'accréditation. Formation individuelle à distance, celle-là il faut faire attention parce que ça donne des points. Mais je peux ne pas en profiter. Je peux être abonné à 1000 revues, je peux acheter 1000 livres, je peux avoir des connexions internet avec 1000 sites, mais je ne regarde rien. Et j'ai des points. Voilà les failles. Et sur ça que les gens sont notés aujourd'hui partout dans le monde. C'est des failles. Donc il faut absolument que cette formation, il faut lui accorder peu de points. Peu de points, parce que sinon, je peux être abonné à je ne sais pas combien de sites, avoir combien de revues, je les classe, ils sont là pour le décor. Mais je ne dis rien. Situation professionnelle formatrice, ça c'est du fondamental. Chez nous, ça doit être un pilier. Par exemple, être dans un staff protocolisé, être dans un programme de santé, émis avec des règles, avec un suivi. Et bien sûr, des dispositifs, des pratiques professionnelles, ce que j'appelle des EPP, et ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. On ne peut pas avancer sans évaluer. La suite. Qu'est-ce que c'est que les EPP? Eh bien, c'est analyser la pratique professionnelle en référence à des recommandations. Ce que je fais, est-ce que c'est vraiment ce qui doit être fait? Et comment on peut le contrôler? Eh bien, vous allez voir les moyens qu'on peut mettre à disposition. La suivante. Suivante, s'il vous plaît. Les moyens de la FMC, ça peut être des conférences, ça peut être des ateliers, ça peut être des workshops, presse médicale, staff multidisciplinaire, staff médical protocolisé, ça peut être des journées annuelles nationales de formation, ça c'est quelque chose de très important parce que ces deux sont généralement pas du tout sponsorisés. Et vraiment, je suis très heureux de vous dire que la Société marocaine de gastroentérologie, et depuis que M. le doyen, Dr Ibrahim, ici présent, donc lorsqu'il était président de la FMC, on a créé ensemble la commission FMC, et nous organisons une journée de FMC. La prochaine sera à Marrakech le 12, c'est-à-dire pour peu de temps, et il est vraiment une journée de formation sans aucun sponsor. Et j'ai l'honneur de présider cette commission FMC au sein de la SNAM. Des stages de formation et étroite collaboration entre les CHU et les hôpitaux provinciaux, chose qui n'existe pas encore. Moi j'étais au Japon pendant 2 ans et quelques. Tout hôpital central, CHU, a autour, dans un rayon de 40-50 km, des hôpitaux provinciaux qui dépendent de ce CHU en matière de formation. Et chaque seigneur a l'obligation de partir dans ces hôpitaux provinciaux pour 3 mois, et ça se fait à tour de rôle entre les seigneurs au sein des spécialités du CHU. Et il y a un va-et-vient permanent entre le centre hospitalier et les hôpitaux provinciaux autour. Je donne un exemple. Rabat. Il faut absolument pour Rabat Chakout, Kinitra, Salé, Temara, Mahmadia, Khmisset, Tifet, et j'en passe. Fès fera la même chose pour tous les villes à côté, et ça devra être une obligation. J'espère qu'un jour on va voir ça au Maroc, et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai déjà proposé à 2
à plusieurs reprises à un certain nombre de responsables que j'ai eu à côtoyer durant mon parcours. La suivante. Maintenant, c'est un questionnaire, c'est une étude intéressante pour voir quelle est la tendance en matière de formation pour les médecins. Vous voyez que la majorité préfère les conférés et les documents écrits, c'est-à-dire les livres de FMC. Lorsqu'on sort d'une réunion, on sort avec un livre qu'on garde dans ses archives pour pouvoir y revenir en cas de besoin. Vous allez voir qu'en deuxième, il y avait donc les soirées débats. Il y a aussi donc tout ce qui est, oui, c'est les conférences, c'est les congrès et c'est les soirées débats. Donc voilà un petit peu ce qui sort. Vous voyez que tout ce qui est CD, c'est intéressant, mais c'est moins par rapport aux conférences et donc aux congrès. Quels sont les moyens de l'évaluation des pratiques professionnelles qui est vraiment le point fondamental? Comment on peut faire de l'EPP? Eh bien, l'EPP, c'est des groupes de pairs. Il y a à Casablanca au moins 2 groupes de pairs, mais parmi les médecins généralistes. Je ne connais pas encore un groupe de pairs fait par des spécialistes au Maroc. Ce qu'on appelle les groupes de 11, maintenant c'est le groupe de 22. Il y en a au moins 2 que je connais, que j'ai suivis, ils sont très prévenus, ils font du bon travail. Ce sont des médecins qui se réunissent entre eux, de manière mensuelle. Ils étaient 11 au départ, et ils se discutent les attitudes. Comment tu travailles, comment je travaille, et ils évaluent ce qu'on appelle un groupe de pairs. Deuxièmement, les RCP, les réunions de concertation pluridisciplinaire. Les logiciels fournissant des aides-mémoires, c'est-à-dire un médecin doit avoir équipé, si jamais, sur les attitudes et les référentiels. Je fais ça, je regarde est-ce que c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Les reçus de pathologie chronique, ça c'est en collaboration avec le ministère sur des programmes, par exemple le diabète, la tuberculose, l'hypertension artérielle, les cardiopathies ischémiques. Lorsqu'on s'inscrit dans un programme comme ça, on va travailler selon des recommandations et on va apprendre à travailler dans les règles de l'art. Et bien sûr, l'action de gestion de risque, ce qu'on appelle les staffs d'évitabilité. Comment j'aurais dû faire pour éviter cette complication? Et j'ai assisté à Washington à un staff d'évitabilité qui est organisé par un grand patron d'endoscopie qui est syrien de nationalité, qui est d'origine mais qui est américain. Et tous les 3 mois, il y a un grand staff pour qu'elle assiste 180 endoscopistes à travers toutes les États-Unis qui viennent. J'ai dilaté un plume à Vincent, j'ai perforé. Qu'est-ce que j'aurais dû faire pour ne pas arriver à cette perforation? J'ai réséqué un polype, le malade a fait une hémorragie et il a été hospitalisé à l'hémorragie. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter cette complication? C'est ce qu'on appelle des staffs d'évitabilité. Croyez-moi, combien c'est intéressant lorsque je viens dire à un staff, j'ai fait cette erreur, comment j'aurais pu faire pour l'éviter? La suite. Voilà les implications. Regardez les chiffres. Si vous prenez les libéraux en France, 46% seulement sont impliqués dans des groupes de pairs, 45% sont impliqués dans des participations à des réunions de concertation et 40% dans des programmes d'évaluation. Les participations à des réunions de registre, seulement 15%. Et ça, c'est les généralistes, ça, c'est les libéraux. Donc, vous voyez que c'est peu, hein, c'est peu qui sont impliqués dans des activités de PV. Les hospitaliers, c'est du 30, 35, 70 et 61. Ça, c'est un sondage qui a été publié en 2000. Comment la FMC, je vais parler FMC, non pas DPC, comment la FMC est-elle organisée à travers le monde? Croyez-moi, c'est un travail de recherche colossal, et je vais vous donner le jeu, c'est quelque chose que j'ai fait pour 3 mois. Il y a vraiment une documentation qui fait comme ça, je vous donnerai la synthèse. FMC, il peut être organisé, il peut être non organisé. Je vous dis, au Maroc, on est ici. Au Maroc, nous n'avons encore rien d'officiel. Rien, on sait. En exemple, un congrès médical auquel vous avez assisté, bien sûr, avec preuve à l'appui que vous avez assisté. Vous avez bien assisté. Parce qu'on peut y aller et ne pas assister. C'est 8 points, 8 crédits. Abonnement à une revue, c'est 2 crédits. Et j'en passe la suivante. Vous avez ici le détail, mais je ne vais pas vous retenir sur ça. Sachez qu'il y a des barèmes et on donne des points par rapport à ça. Qui s'occupe de ça? Qui organise? Une chambre nationale, l'Autriche et la Slovénie. Société médicale nationale. Ils ont des ça au corps médical. C'est le Danemark, la Suisse. Agence nationale, l'Irlande. Un conseil national. C'est les États-Unis, la Finlande, le Chili. Ministère de la Santé, exemple la France et l'Italie. Société savante, la Croatie et la Hollande. Collège de médecine, Angleterre et Roumanie. La suivante. Maintenant, j'arrive à, peut-être si vous intéresse, c'est quelque chose pour lequel je vous consacrer des minutes. Le rôle de l'industrie pharmaceutique dans la formation médicale continue. Acteur important, pourquoi? Ça, c'est les vœux de l'industrie. Et c'est
je pense la jour, c'est le directeur de l'IM, je ne sais pas ce qu'il a changé, c'est toujours. Je pense que les élections vont avoir lieu le 19 décembre. C'est le 19 décembre. Il va y avoir un changement de la direction au l'IM le 19 décembre. Mais c'est ce qu'il a, dans tous les cas, c'est le vœu des industriels en France par rapport à cet effet. Qu'est-ce qu'on demande? Expertise, c'est-à-dire que ça doit être un droit. Et les raisons évoquées sont les suivantes, et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont légitimes dedans. Expertise dans le domaine du médicament, diffusion des connaissances scientifiques sur des stratégies diagnostiques et thérapeutiques des pathologies. Bien sûr, ça doit être encadré par des règles au cours de la visite médicale. 2. Implication dans la recherche clinique, vous le faites. Ça doit être encadré par des règles, donc comment mener un essai clinique. Relations professionnelles permanentes avec les praticiens dans des domaines comme la pharmacovigilance, la recherche clinique, la visite médicale. Donc vous voyez que l'industrie est impliquée dans cette FNC. Cependant, si on donne un droit, on doit l'encadrer par des règles de bonne pratique. Ces règles de bonne pratique sont résumées, et du moins ça c'est le texte français, le 22 novembre 2006. Et vous voyez que pour pouvoir accréditer un organisme qui est sponsorisé par un tel ou tel laboratoire pour faire de la FMC, on doit obligatoirement répondre aux exigences suivantes, à savoir la qualité scientifique et pédagogique des programmes proposés, conformité aux référentiels et règles de bonne pratique de la profession dans tous les thèmes abordés, la transparence des financements, engagement relatif à l'absence de toute promotion en faveur d'un produit de santé et à l'utilisation de la dénomination commune des médicaments, respect des orientations nationales définies par le Conseil, si bien sûr il existe, mais s'il n'existe pas, c'est ça le problème. Et acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de l'organisme de formation et de la qualité de cette formation. C'est-à-dire à n'importe quel moment, on peut venir et contrôler ce que vous êtes en train de faire, avec bien sûr un rapport d'appui. La suite. Il y a des principes fondamentaux qu'il ne faut jamais oublier. La qualité scientifique, c'est ça, c'est pour résumer toutes ces exigences. La qualité pédagogique, l'adaptation de la pratique. Et le point le plus important, c'est l'indépendance. Si on veut s'impliquer, il faut être indépendant. Suivant. Pourquoi? Parce qu'il y a le problème de conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts est une réalité. Il est là, mais il faut savoir le gérer et l'encadrer pour que le patient ne soit pas, donc, en fin de compte, donc, touché. Parfois, ça peut être des liens financiers, notamment avec l'industrie pharmaceutique. C'est des choses qui existent. Ça peut être un lien personnel ou familial. On en a parlé. Parfois, ce n'est pas de l'industrie, mais c'est un lien familial. Je fais un travail, et c'est mon frère qui est responsable de ce travail. Je fais un travail de recherche mené par un organisme X, et il y a un lien familial par rapport à ça. Il se peut que je sois influencé. Ce n'est pas toujours de l'argent. Ça peut être une compétition académique. Nous sommes deux services à travailler sur la même thématique, et pour arriver le premier, moi en tant que chercheur, je commence à faire des dérapages. Ça peut être une passion intellectuelle. Il n'y a pas de compétition, mais c'est un projet, c'est une technique que j'ai développée moi, et parce qu'il y a un ego, je fais tout pour la faire aboutir, et dans un délai rapide. Donc c'est pas toujours le laboratoire, ça peut être l'institution, ça peut être un département, ça peut être aussi quelque chose d'académique ou quelque chose de personnel. La suivante. Je vous donne cette étude qui a été faite aux États-Unis, publiée dans JAMA. JAMA, vous savez que c'est un journal qui se respecte. C'est un journal qui se respecte, impact factor très élevé, comme dit un jeune, l'ANSET, et j'en passe. C'est vraiment un journal qui se respecte. C'est une étude qui a été menée auprès de 182 auteurs interrogés. Vous savez, les guidelines, c'est aujourd'hui quelque chose qui ne sont tenus à appliquer les prescriptions selon les guidelines. Lorsque tu viens et tu fais une prescription qui n'est pas conforme aux guidelines dans un pays déterminé, eh bien, parfois tu peux ne pas être remboursé si le ministère de la Santé ou donc l'instance régulatrice adopte ces guidelines. Comme tu peux avoir des soucis par rapport donc, à des poursuites judiciaires si tu traites hors guidelines. Donc ces recommandations de bonne pratique sont aujourd'hui un outil qui nous protège et qui nous aide bien sûr à traiter, à prendre nos malades au mieux qu'on peut. C'est une étude où on a interrogé 182 experts qui rédigent ces guidelines, qui font ces recommandations.
102 ont répondu. C'est déjà bien, parce que le taux de réponse, généralement, lorsqu'on arrive à 30% de réponse, c'est déjà bien parce que les gens ne répondent pas. Pour ne pas être responsable, ne répondent pas, ne reçoivent. Et là, c'est terminé. Déjà, regardez, il y a 52% qui ont répondu. Et vous voyez que 87% des répondants avaient des relations avec l'industrie, 58% sous forme de financement de recherche. Ça ne veut pas dire que c'est mal vu, on peut donc faire de la recherche tout en étant financé, mais via des contrats, il y a des règles d'art, il faut respecter. 38% sous forme de contrat-service, 59% avaient des relations avec des entreprises dont les produits étaient concernés par les guidelines. Une déclaration de ces conflits d'intérêts n'était demandée que dans 45%. 7% pensaient, ça c'est important, que la relation avec l'industrie a influencé leur avis sur le contenu des guidelines. Pour eux, et 19% par rapport aux experts qui ont participé dans la rédaction avec la suivante. Le code éthique pour des relations avec MC-Industrie, ça c'est les États-Unis, et vous voyez que le sponsor ne doit pas intervenir dans la définition du programme, il doit rester à distance du programme. Dans le choix des intervenants, il faut que l'organisme qui sponsor doit rester à distance des intervenants, le contenu d'information, le matériel pédagogique utilisé, les formations. Les formateurs doivent déclarer les relations qu'ils ont avec l'industrie, c'est-à-dire déclaration de conflit d'intérêt sur la première diapo. J'étais à Washington il y a 15 jours, et les premières diapositives, conflit d'intérêt, conseiller auprès de laboratoire, dans le bord de ce laboratoire, ayant reçu des fonds de recherche de tel laboratoire, mais souvent, je vous dis que ces diapositives passent en une fraction de seconde, on n'a même pas le temps de les lire. Ça passe rapidement. C'est vrai parce qu'on respecte la loi, mais on peut donc la faire de telle manière à ce que personne ne regarde avec les détails ce qu'il y a à l'intérieur. Les espaces publicitaires doivent être clairement séparés. Et là, vraiment, dans l'AICT de cette année, les stands étaient très loin du lieu des conférences. Et tous les symposiums étaient organisés au site principal de la conférence. Ils étaient organisés dans tous les hôtels autour, pas sur le site de la principale conférence. Vous voyez, voilà, la suivante. Et vous voyez la suivante, ça c'est le rapport de 2011. Tout ce qui est bleu n'était pas en rapport, n'a pas respecté ce que j'avais dit sur la diapositive précédente. C'est un rapport que j'ai lu avant-hier, vraiment il est d'une centaine de pages, avec le détail de ce qui a été fait, qui a fait quoi, le nombre. C'est incroyable comme rapport de cet organisme. La suivante. Il y a maintenant ce qu'on appelle la charte de labellisation, et je voudrais féliciter nos amis de la Société française de gastroentérologie parce qu'ils étaient parmi les premiers à le faire. Il y a une charte. Vous voulez organiser une réunion scientifique, vous voulez avoir le label FMC hépatogastro, vous devez remplir ces conditions. Vous n'avez pas le temps parce que le président me fait signe, il me reste, je pense, 5 minutes. Non, j'en aurai pour 3 ou 4. La suivante. La suivante. Donc, vous voyez, c'est des... Et bien, pourquoi aussi parler de ce sujet? Parce que l'industrie pharmaceutique, le chiffre d'affaires, vous voyez les chiffres d'affaires de 1999 à 2005, 12% de chiffre d'affaires par rapport le financement des actifs de FMC. Réellement, au Maroc, je peux vous dire que c'est plus que ça. Et heureusement, parce que sinon, il n'y aura pas d'FMC. Mais seulement, bien sûr, il faut encadrer tout ça avec des règles pour que ça puisse être fait dans les meilleures conditions et que, bien sûr, le patient soit le premier bénéficiaire. La suivante, parce que c'est là. Ça, vous avez les chiffres. Ça commence, le droit d'inscription commence à être une source de financement. La suivante. Regardez aux États-Unis, ça c'est les derniers chiffres, 2012. Vous voyez que ici, c'est le coût. Et vous voyez, cette année 2007, ça baisse. Pourquoi ça baisse? Parce que la participation de laboratoire en monde va baisser. Vous savez pourquoi la participation de laboratoire a baissé? Parce que la contribution des médecins a augmenté. C'est devenu exigeant, il faut payer. Nous, la FMC qu'on organise tous les ans, par exemple celle de Marrakech, est financée à 100% par la participation. C'est plus 800 dirhams. Mais lorsqu'on aura 370 participants, c'est très bien, on va payer tout. Mais cela ne peut pas être appliqué à toutes les réunions. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a encore une dépendance, j'ai voulu que c'est la réalité, de l'industrie. Sinon, aucune réunion scientifique ne peut être organisée. Mais il faut des garde-fous, il faut des chartes établies à date. Et vous voyez que cette date, pourquoi la suivante? Parce qu'il y a eu un débat dans le Sénat. Et il y a eu des vérités qui ont été dites. Et depuis, ça commence à être encadré. Et
c'est quelque chose, moi je fais le recoupement entre, c'est des choses que vraiment c'était une recherche perso, j'ai regardé, je trouve qu'en avril 2007, il y a eu des soucis dans la presse, il y a eu même un débat, il y a eu un rapport qui fait 27 pages sur la situation de financement de la FMC aux États-Unis, et depuis, ça a baissé, ça commence à aller mieux, être encadré. La suivante. Donc, diminution continue de la participation des laboratoires durant le 5 dernières années, 5%, diminution de 9%. En 2011, c'était une diminution de 20%. Augmentation de la participation de médecins à 14%. C'est 1,47 billion que les médecins aux États-Unis ont payé pour leur formation. Et regardez les exposants, c'est seulement 331 millions de dollars américains. Donc, les médecins se prennent en charge eux-mêmes. Les laboratoires continuent à donner, mais avec des taux un peu moindres. La suivante. Les nouvelles orientations, ça c'est important, parce que c'est vraiment, c'est une synthèse que j'ai faite. Il y a une réduction de la place de la visite médicale. Diminution de la distribution gratuite des scientifiques qui est devenue interdite dans pas mal de pays. Développement des relations publiques et des congrès. On travaille avec le ministère, on travaille avec des organismes sur des projets qui sont porteurs. Recherche croissante par les laboratoires de soutien d'experts hospitaliers universitaires et de leaders d'opinion. Ça, c'est une arme à double tranchant. Il faut aussi savoir encadrer. Augmentation des actions auprès des patients pour agir directement sur les prescripteurs. C'est les associations de malades. On a vu le rôle que jouent les associations de malades pour pouvoir améliorer le contenu de ces FMC, site internet, presse, association des patients, programme patient. Suivant. La FMC au Maroc. J'en ai pour 2 minutes, je l'ai dit. Et il n'est pas obligatoire. Pas de test juridique. Ça, c'est une enquête qui a été faite par la SNSMS, la Société marocaine des sciences médicales, la SNSM. J'étais secrétaire général de la SNSM il y a disons, 15 ans. Les organisateurs de la FMC, c'est la Société marocaine des sciences médicales, les facultés de médecine, les sociétés savantes essentiellement, c'est essentiellement les sociétés savantes, les amicales, on en voit de plus en plus, les organisations de médecins, ça commence à faire trop, je suppose, ça commence à faire trop, il faut encadrer aussi ça. On ne peut pas être à 2, à 3 dans une association, dans une amicale. Moi, je connais des amicales où il y a 5 personnes. Financement, c'est d'industrie, ça vous le savez. En 95, les recommandations étaient les suivantes. La suivante, s'il vous plaît. Le choix des thèmes se fait exceptionnellement en fonction des besoins du médecin, mais plutôt selon l'intérêt de l'organisme qui finance. Sauf exception, il y a quand même des exceptions, et j'en connais. Critères de validation admis par tous les organismes internationaux non exigés. Ça, c'est le rapport de la commission qui a travaillé le sujet. Les principes de pédagogie sont rarement respectés. Dépendance par rapport à l'organisme qui finance. Absence d'évaluation des actions de la politique. La suivante. Il faut dire qu'il y a quelque chose de bien qui commence à naître au niveau des facultés. Et je sais qu'il y a eu une faculté dans la création d'une commission de FMC à Rabat en 2005. À Casa en 2005, je m'excuse si je dis faire, il se peut qu'il y ait sûrement une commission FMC. Non. Je vois des moyens qui n'existent pas. Moi, je pense que c'est l'occasion de la créer parce que c'est quand même important, parce que c'est des ébauches. Et j'étais membre de la commission FMC Rabat. C'est une ébauche pour pouvoir au moins faire quelque chose. La suivante. Moi, c'est une proposition personnelle que j'ai discutée avec beaucoup de gens et c'est un travail donc, de à peu près 10 ans de réflexion sur la chose. Qu'est-ce qu'on peut proposer pour le Maroc? On propose ça, de toute façon une instance nationale, qu'il y ait une secrétaire régionale, qu'il y ait une commission d'éthique, qu'il y ait une commission pour se débrouiller de financement pour qu'on soit indépendant, relativement indépendant, commission pédagogique. Il faut qu'il y ait des conseils nationaux et il faut qu'il y ait donc, bien sûr, intéressant, composé de libéraux et d'hospitaliers. Et tout ça, la Société marocaine des sciences médicales doit être bien sûr un agent, un organisme fédérateur pour pouvoir, donc, parce qu'il représente, il est censé représenter toutes les sociétés dans savantes de gastroentérologie, de néphrologie et combien ils sont nombreux. La suivante. Moi, je pense que le mieux que ça ne soit pas obligatoire dès maintenant. Donc, reconnaissance. Parce que vous donnez à quelqu'un une attestation, c'est valorisant. Il va venir la prochaine fois, il va revenir. Encouragement, implication dans la formation. C'est-à-dire, lorsque j'ai une formation, je deviens formateur. C'est aussi valorisant. Avancement pour les hospitaliers. C'est-à-dire, vous savez qu'on fait un dossier d'avancement pour ceux qui travaillent dans l'État. Je le fais pendant 30 ans. Et au bout de tous les 2 ans, on fait ce qu'on a fait pour pouvoir un peu avoir des avancements en matière de valorisation salariale. Donc ça peut être un facteur motivant. Pour les privés, c'est la déduction des impôts, c'est des charges.
des congés exceptionnels pour les médecins. Donc on peut toujours travailler sur ce genre d'incitation à la formation. Et je pense que dans un deuxième temps, après 3 à 5 ans de fonctionnement comme ça, on peut arriver à l'obligation. Les modalités, c'est les mêmes modalités, mais moi je préfère que ce soit donc du présentiel. Les EPP, c'est fondamental, et la présentielle. Ça, ce sont les 2 modes de formation les plus intéressants, et aussi celle-là, la situation professionnelle formatrice. La suivante. Il faut qu'on établisse une liste des centres de FMC. On ne peut pas faire de l'AFC n'importe comment, n'importe où. Il faut agréger des centres. Et c'est cette instance qu'on va créer qui va le faire. Créer un organisme qui va gérer ces centres, mettre en place une instance nationale, mettre en place un conseil national, impliquer les sociétés dans la FMC. La FMC doit jouer un rôle dans la coordination entre les sociétés savantes et l'instance nationale de FMC. L'industrie pharmaceutique doit avoir un rôle car impliqué à plusieurs niveaux, mais avec un code de bonne pratique à l'appui. FMC volontaire avec des mesures incitatives et non pas obligatoires, au moins dans un premier temps. La suivante. Le rôle des facultés, au sein de nos facultés, créer des commissions pour favoriser les activités de formation et d'évaluer les pratiques professionnelles. Moi, je pense que l'évaluation des pratiques doit être faite par les facultés. Parce que quand même, il y a des conseils pédagogiques, il y a aussi, bien sûr, en coordination avec cette agence de FMC qui, je pense, doit être la tutelle, pas seulement sur le ministère de la Santé. Ministre de la Santé, je propose aussi ministre enseignement supérieur, il y a les 2 ministères de tutelle. Parce que cette formation, en fin de compte, est gérée par ces 2 ministères. Mettre en place des DU, des CE, et ça je me réjouis parce qu'il y en a maintenant tellement au sein de nos facultés, à Casa et à Rabat, et c'est une excellente chose. Il y a beaucoup de diplômes, moi j'en connais, j'ai vécu, avant il n'y avait rien, depuis 10 années on voit qu'on est plus long, il y a pas mal de diplômes, il faut que les gens s'inscrivent, qu'ils soient intéressés par cette formation, la suivante. Et là, on arrive au financement, parce que sans financement, rien ne peut marcher. Et moi je pense pour qu'il y ait l'indépendance, il faut que le ministère de la Santé participe. Pour qu'il mette la main à la poche. Je sais qu'il y a un budget pour la formation de la FMC. Je sais qu'il y a un budget. Ministère de l'Éducation, il faut absolument qu'il mette la main à la poche parce que ce n'est pas encore fait. Ministère de l'Intérieur et collectivités, parce que ce sont les patients concrets qui dépendent de leur localité. Et il y a maintenant des collectivités locales qui commencent à s'intéresser au domaine de la santé. Le ministère du Travail, cotisation du corps médical, je peux mettre 2 croix, il faut qu'on commence à payer une formation. Il n'y a pas de mal à le faire. Conseil de l'ordre, l'industrie pharmaceutique, il faut qu'il continue, mais via un fonds commun. Et je sais que la position de l'INE, déjà dans le discours de 2010, ils n'étaient pas prêts à une mutualisation de ces fonds. Je ne sais pas quelle est leur position aujourd'hui. J'ai lu le rapport et j'ai vu que c'était point rouge. Pas de mutualisation des fonds. C'est-à-dire que la FMC, pour l'industrie, veut continuer à faire de la FMC, mais pour les fonds, il faut rester indépendant d'un fonds mutualisé. Moi, je pense qu'il faut le mutualiser pour que les organismes fondations aient une certaine indépendance. Et bien sûr, la CNOP, c'est-à-dire les organismes payeurs, il faut aussi qu'ils participent parce que quand même, ils sont dans le coup. Je vous remercie.